Michel Legrand, bonsoir. J'ai un immense Christian. plaisir à vous accueillir sur ce plateau. C'est très gentil, je suis ravi d'être là aussi. D'autant plus que vous êtes un homme qui passait votre temps entre deux continents, d'un côté l'Asie, le Japon, de l'autre les États-Unis. Oh, bon, au Japon, non, j'y vais rarement en Asie. Non, non, très rarement. C'était tout récent, là, j'en reviens, mais aux États-Unis, oui, la plupart de mon temps, oui. Oui, vous avez des domiciles fixes dans l'un et l'autre des continents, j'imagine. Non, mon domicile fixe, c'est dans un avion. C'est dans un avion. Oui. Bien, Michel Legrand, vous présentez, disons que vous êtes le compositeur d'une cinquantaine de musiques de films. Quand on parle de vous, le grand public a dans l'esprit les parapluies de Cherbourg. Ouais. Il sait peut-être moins que vous êtes l'un des rares Européens à avoir réussi l'exploit rare de décrocher 2 Oscars à Hollywood. Le premier... On les décroche vraiment, on les Oui, prend j'ai comme l'impression ça. que c'est pas Alors facile bon. pour les Européens, sinon ça se saurait. 2 Oscars, donc le premier en 1969 à Hollywood pour la chanson originale du film L'affaire Thomas Crown. Et enfin, un autre Oscar en 1972 pour la musique du film Un été 42. Vous êtes accompagné ce soir par les musiciens de Pascal Auberson qui nous ont fait l'amitié de venir. Je vous les présente tout de suite. Il s'agit de Françoise Zanotti qui est à la batterie. Et puis de Jean-Yves Petiot qui est à la contrebasse. Voilà. Vous vous qualifiez vous-même de touche-à-tout sérieux, et c'est vrai que vous êtes sérieux. La preuve, quand vous faites une incursion dans le domaine de la chanson, cela donne les résultats que nous venons d'entendre. Et nous aurons, je rassure tout de suite les téléspectateurs, l'occasion de vous entendre encore beaucoup tout au long de cette soirée, puisque vous chanterez plusieurs chansons. Mais comme vous le savez, cette émission qui va permettre un petit peu de présenter votre métier de compositeur de film, un métier que le public ignore, cette émission comporte un film qui s'appelle Cléo de 5 à 7, qui a été réalisé en 62 par Agnès Varda, et dans lequel, de 62 déjà, et dans lequel vous jouez votre propre rôle. Oui, enfin. C'est-à-dire, Agnès était une amie enfin, très très intime, et elle tournait un film et elle n'avait pas d'argent pour tourner son film. Ça arrive à bien des gens. Encore. Alors on fait appel aux copains. Alors on fait appel aux copains. Alors dis donc, toi, tu veux pas me jouer ce rôle-là? Je dis, écoute, moi, ça me rase. J'ai autre chose à faire. Non, allez, viens, allez, en 15 jours, ça va être tourné. Bon, alors on y va, comme ça. Mais c'est très amusant. Oui, alors vous allez vous retrouver tout à l'heure avec une petite casquette, vous chantez dans le film, puisque vous jouez le rôle d'un compositeur. Oui, un peu fou d'ailleurs. Un peu fou. Parce que vous avez dit mon propre rôle, alors j'étais inquiet, parce que là, dans le film d'Agnès, Cléo, ce compositeur, il est un peu timbré, quoi. Je veux dire, il est vraiment un peu fou comme ça. Vous avez alors, il y a une chose, Michel Legrand, qui est très importante, c'est que ce film, en 1962, avant que le film fasse une très belle carrière, la chanson que vous aviez composée et que chante Corinne Marchand dans le film a été célèbre avant le film et a permis en quelque sorte à la promotion du film, ce qui se fait maintenant très couramment. Oui, c'est-à-dire que là, ça n'était pas du tout une chanson promotionnelle en aucun cas. C'était simplement que dans le film, dans le sujet, il y avait plusieurs chansons, puisqu'il y a une scène, la femme est une chanteuse, donc il y a son pianiste qui vient, son parolier, etc. Mais je crois que c'était une des premières fois où vraiment il y a eu une chanson qui a été le timbre-poste enfin, de l'enveloppe du film. Qui s'est fait depuis pour de mauvaises raisons d'ailleurs, parce que depuis, moi je sais ça très bien, car à Hollywood surtout les producteurs disent bah, écoutez voilà, faites la musique, mais là on ne peut pas mettre une chanson. Oui, un tube. Oui, on peut pas mettre une chanson. Et là vous avez fait dans Cléo de 5 à 7 un tube sans préméditation. Alors c'est pas un tube, mais enfin vraiment c'était une chanson qu'on a bien aimé faire. Vous vous souvenez de la distribution de ce film à part Corinne Marchand? Oui, il y avait Serge Corbert. Oui. Qui a fait beaucoup de films depuis comme réalisateur, avec lequel pour lequel j'ai fait les musiques d'ailleurs, c'est drôle. Antoine Bourseillet. Antoine Bourseillet, oui. José-Louis de Villalonga qui ne s'adonnait pas encore à l'époque aux présentations de mode. Non. Oui. Il n'était pas encore perdu. Il n'était pas perdu. Non. Et attention, il y a le droit de réponse. Hein. Oui. Vous me faites perdre la suite de ma question. Non, mais alors, pour clore le chapitre de votre carrière d'acteur, c'était la seule et unique expérience? Non. Ah non? Non, j'ai fait 2 autres films après. L'un, c'était un film tiré d'une nouvelle de Voltaire, d'un conte de Voltaire, où chacun jouait son propre rôle. Alors il y avait des tas de gens et on racontait vraiment sa vie. C'était libre, enfin c'était dans un contexte comme ça, une espèce de ligne générale au sein de laquelle on s'inscrivait et vraiment une espèce de reportage comme ça, film-reportage. Et puis un autre, c'était un film anglais. J'ai fait pour un ami qui est Mel Ferrer, que vous connaissez bien, où je jouais encore une espèce de... Mais vous n'avez pas persévéré quand même dans cette voie? Non, parce que ça me déplaît profondément, alors je n'aime pas du tout. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les acteurs, pour certains acteurs, mais c'est pas plaisant, je veux dire, parce qu'on n'invente rien,
On est là, il faut Faites obéir. attention, il y a un de vos amis tout à l'heure Oui, je qui sais doit bien. passer. Je J'ai sais l'impression bien, que je vous aurez des l'ai problèmes dans la troisième partie de Ah ben, l'émission. on va en parler. Mais je veux dire, ça n'est ni créatif, ni inventif, ni rien. On est là, on obéit, on est une machine intelligente, mais pas grand-chose d'autre. Et c'est un peu ennuyeux. Michel Legrand, arrive-t-il qu'à partir d'une musique de film, naisse une chanson que vous interprétez ensuite? Rarement, parce que d'abord, je chante pas beaucoup. Enfin, je m'amuse comme ça pour le pur plaisir à faire un disque tous les 5, 6 ans, 7 ans. Ce qui fait une chanson par an de moyenne, enfin, ou deux peut-être à tout casser. Mais il arrive quelquefois, c'est vrai que la plupart des choses que j'écris pour moi ou pour d'autres, enfin, que je chante moi ou que je donne à d'autres à chanter, ou que je propose à d'autres à chanter, viennent souvent de films, car la musique de film a été est mon travail principal depuis une dizaine d'années, ce qui fait qu'à peu près tout ce que j'écris vient de la musique d'un film au cinéma. Par exemple, La valse des lilas a une origine cinématographique. Non, mais c'est très amusant parce que cette chanson, qui est une chanson que j'ai faite il y a très très longtemps avec Eddie Marnet, et quelqu'un l'a pris pour mettre dans un film. Peut-être 10 ans après, et c'est pas une chanson qui était inconnue, il l'a entendu comme ça un jour à la radio, il a dit tiens, sans rien demander à personne, il a pris le disque, il l'a mis dans son film, comme ça, ce qui est plutôt sympathique. Enfin, Surtout que c'était pas n'importe qui, c'était Melville. non, c'était Jean-Pierre Melville, oui. Oui. Et je veux dire, c'est marrant. On va parler de ce métier de compositeur de musique de film. Alors il faut bien dire une chose, c'est que très longtemps, ce métier, en Europe, a été méprisé. Alors qu'aux États-Unis, les musiciens de studio étaient considérés comme des musiciens à part entière, longtemps en Europe, ce métier était considéré un peu comme un métier d'alimentaire, non? Je ne sais pas. Vous savez, je ne suis pas très vieux. Je me penche non seulement pas sur mon passé, mais encore moins sur celui des autres. Or, j'aimerais que vous m'éclairiez un petit peu à ce propos, parce que vous dites qu'aux États-Unis, il y avait des gens très considérés dans la musique de film à la grande époque d'Hollywood, c'est-à-dire avant notre génération. Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. J'ai l'impression que c'était un petit peu comme en France ou comme partout dans le monde. J'ai le sentiment que c'était des usines à musique. C'est-à-dire que je sais par exemple que les grands studios, je me suis fait expliquer ça là-bas, les grands studios avaient des équipes de musiciens. Ils étaient toujours les mêmes, ils étaient un groupe. Alors il y avait le grand chef, le petit chef, le sous-chef, le encore moins chef, et puis ils avaient autour d'eux les exécutants, c'est-à-dire des orchestrateurs de certains styles, et ils ne faisaient que ça. J'ai connu des orchestrateurs qui aujourd'hui sont très âgés, qui ont travaillé pour MGM ou pour Universal, et qui ne faisaient par exemple que les sambas. Oui. Ne riez pas, ça paraît extraordinaire, mais de tous les grands films, quand vous entendez une samba, anonymement, c'est Monsieur Schmutz qui l'a écrite, qui l'a orchestrée, composée. Or, je veux dire par là qu'ils avaient aussi des usines à musique. Et il a fallu, je crois, le développement de la technique du disque et surtout une nouvelle vague, si j'ose dire, de metteurs en scène. Oui. Qui a eu lieu en Europe, en France aussi, enfin, comme moi j'ai commencé à travailler, mais aussi aux États-Unis pour changer un peu ces systèmes-là. Je crois que c'était partout dans le monde des espèces d'usines à musique. C'est ça, avec leurs spécialistes. C'est ça. Oui. Quand on vous propose un film, c'est-à-dire d'écrire la musique d'un film, alors comment ça se passe? Je voudrais savoir exactement comment ça se passe. Est-ce qu'on vous propose, par exemple, on vous fait lire le scénario, ou est-ce qu'on vous appelle au dernier moment? Écoutez, quel est le cheminement? Il y en a plusieurs. Voilà. J'ai essayé tous les cheminements les uns après les autres pour voir vraiment quelle était la meilleure démarche pour moi, le meilleur moyen. Or, il m'est arrivé plusieurs fois, enfin 2 fois, de lire un scénario et d'accepter un film sur scénario en disant le scénario est superbe, c'est formidable, d'accord, oh oui, que c'est beau, enthousiaste. On signe, 4 mois après, je vois un film épouvantable. Et puis je suis coincé, il faut que je le fasse. Et vraiment, là, on souffre très, très durement. Par contre, avec le même système, j'ai refusé sur scénario des films, des musiques pour les films, des scénarios qui étaient vraiment ineptes, enfin, vraiment débiles, quoi. Et 6 mois après, je vois des films épatants. Oui, mais par exemple, prenons les parapluies de Cherbourg. Comment ça s'est passé, le travail là? C'est une autre aventure, mais je voudrais finir auparavant par... Alors, puis finalement, j'ai essayé plein de systèmes, et le seul, l'unique, c'est celui qui consiste à voir le film quand le montage est terminé. Et c'est le film qui parle ou qui ne parle pas. Alors comme ça, le musicien peut dire oui ou non, mais jamais avant d'avoir vu le film. Plus jamais désormais.
Vous pensez que la participation du compositeur de musique au niveau du scénario n'est pas utile? Non, non, j'ai essayé vraiment. J'ai essayé Oui. de faire de la musique avant le film, sur Oui. scénario. J'écrivais. Alors, très bien sur scénario. Et puis après le tournage, je m'aperçois que la musique ne va pas du tout. J'ai perdu mon temps et j'ai fait perdre de l'argent à des tas de gens. Non, non, ça ne marche jamais. Ah, en tout cas, avec moi, ça ne fonctionne pas du tout. Les parapluies, par exemple, les parapluies de Cherbourg. Alors, Ça, ça s'est c'est passé une aventure comment? tout à fait différente. J'ai connu Jacques Demy quand il a fait son premier film, qui était Lola. Oui. Puis après, on a fait ensemble encore deux. J'ai fait deux pour lui. Puis on se disait tous les jours, il faut qu'on fasse un musical, il faut qu'on fasse un musical, il faut qu'on fasse un musical ensemble. Ce qui était un sacré culot pour la France. Non. Parce Enfin, Oui, elles n'ont pas tellement de succès, les comédies musicales en Non, faut France. dire, quand même. non. Ça se saurait. Quand même. oui, non, mais c'était un élan véritable. Je veux dire, on voulait le faire, Oui. on voulait le faire. Et puis, on aurait pu nous taper dessus, on l'aurait fait quand même. Je veux dire, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Alors, Jacques, un jour, vient avec un scénario qui s'appelait L'infidélité ou les parapluies de Cherbourg. Alors, je lis ça, je trouve ça très beau, très lyrique. Je dis que c'est formidable. Je dis, écoute, ce serait pas un sujet pour faire un musical. Oh, il me dit, t'as raison, essayons. Alors, on se met au travail et on commence à essayer de faire des chansons ici, à droite, à gauche. Alors, on s'enferme, on se met en loge tous les deux, comme ça, pendant plusieurs semaines. Rien, pas bien. Je veux dire, rien ne vient, on n'est pas content. Alors, on laisse tomber. Et puis, quelques mois après, on reprend, on y pense, on en reparle comme ça. Et Jacques a l'idée, il dit, écoute, au lieu de faire des chansons comme ça, et des passages parlés, des passages chantés, pourquoi on n'essaye pas de faire entièrement chanter d'un bout à l'autre, comme un opéra? Oh, c'était formidable. On se plonge, et c'est comme ça qu'on a écrit les parapluies. La joie a été de les écrire. Vraiment, ça a été et on l'a écrit très vite. On a mis à peu près 6 semaines pour écrire le tout. Parce qu'il fallait écrire la partition entièrement avant. Après, le drame a été de trouver de l'argent pour faire le film. Et puis après, le plaisir a été de le réaliser, même avec les bouts de ficelle, comme on a fait. Et puis ensuite de ça, alors la plus grande joie, c'était de voir que le public aimait ça et se dérangeait pour voir le film. Tandis que tous les producteurs qu'on avait vus auparavant pour avoir 3 sous à droite et 2 sous à gauche, nous disaient tous, écoutez, vous êtes deux jeunes gens très bien, mais comment voulez-vous croire que des gens vont rester dans une salle obscure pendant 1h30 lorsque les gens, lorsqu'ils se passent le sel ou le poivre, le chantent? Je veux dire, personne ne pouvait y croire, personne. Et à la fin, nous non plus. Alors en découvrant finalement le film terminé, le produit fini, pour y mettre la musique, si je puis dire, en fait vous êtes contraint de travailler dans des délais extrêmement courts. Ben souvent parce que vous savez, le musicien c'est le dernier. Oui. C'est-à-dire que bon, alors après, pour les acteurs, n'est-ce pas, pour le cadreur, on attend, on recule de 3 semaines, on décale de 2 mois. Mais la date de sortie du film est toujours la même. Les producteurs, ils ont des mouvements d'argent, je sais pas quoi, qui fait que la date de sortie doit être impérative et reste impérative. Alors nous, le reste du temps est mangé par la préparation. Ça fait combien de semaines pour composer une musique? Moi, lorsque vraiment je suis en colère et que je crie, j'en demande 6. Oui. Mais on les a jamais. Jamais. C'est plutôt 3. C'est même plutôt 2. Et c'est facile pour un compositeur comme ça de créer sur commande en 3 semaines? Écoutez, rien n'est facile, donc ça non plus. Mais je dois dire que quelquefois, le film est tellement beau, on l'aime tellement, qu'immédiatement, il vient à soi. Quoi. Je veux dire que la musique, on l'invente tout de suite, qu'on participe tellement avec le film, qu'on est tellement avec, qu'on est tellement tendu, et l'émotion, l'élan est tellement là que souvent ça vient comme ça. Et je le dis à personne, mais il m'arrive quelquefois d'être prêt une semaine avant. Mais alors, quelle est la liberté de création qui reste aux musiciens que vous êtes, tout à coup se trouvant devant un produit fini, qui est un film? Oui, eh bien, d'abord, la liberté dans toute création ne peut venir que de contraintes. Je ne crois pas du tout à la liberté pure. Je veux dire, lorsque j'entends aujourd'hui des musiques dites contemporaines qui ont vraiment, enfin, qui sont d'une liberté pure, la plupart du temps, je dis même pas du temps, c'est n'importe quoi. Or, il n'y a de liberté que lorsqu'on se contraint à avoir une construction d'une solidité formidable. Or, un film, c'est le même problème. On doit faire face à une histoire qui se passe verticalement sur un écran avec des gens qu'on aime, qu'on hait, qu'on déteste, qu'on voudrait. Et cette histoire, on doit, en musique presque, inventer, je dirais, un second dialogue qui doit raconter, qui doit parler en même temps que ces personnages, dans le même sens, ou en contrepoint, peu importe. Mais je veux dire, on participe à quelque chose, on habille quelque chose, on donne quelque chose, on ajoute du sang à une histoire. Or, lorsqu'on n'a que 27 secondes pour exprimer quelque chose en musique, où on aimerait avoir de 7 minutes 30, eh bien c'est là où la technique est formidable. Et c'est là où la vraie liberté réside. Même dans les séquences très courtes, Absolument, justement, comme ça. car vous savez que
On doit arriver à raconter en 27 secondes la même chose et aussi bien qu'on aurait raconté en 5 minutes et demie. Et c'est là la vraie liberté, et c'est là où la technique, et c'est là où la musique au cinéma est très importante, à tel point, c'est qu'aujourd'hui, moi, lorsque, par exemple, j'écris une sonate comme ça pour m'amuser, je prends un mois de vacances ou deux, eh bien, avant de commencer à écrire la première note, je fais exactement comme au cinéma. Je marque le timing de chaque mesure, sans même savoir ce que je vais encore écrire. C'est ça la liberté. Or, on apprend la vraie liberté en travaillant au cinéma. Il y a un refuge pour les compositeurs de musique dans un film. C'est souvent, et ça a été très souvent le cas, le générique, qui dure, lui, un peu plus longtemps que 27 secondes. Oui, enfin, en principe, les génériques tournent autour de 2 minutes, quoi. Oui. Oui, il est vrai que là, il n'y a pas de bruit. Mais vous savez, maintenant, les metteurs en scène ont même changé. Je veux dire, l'époque des anciens metteurs en scène, moi, il m'est arrivé de faire des films comme ça avec des gens assez âgés que je n'aimerais pas parce qu'ils sont quand même délicieux. Mais on écrit ils demandent une séquence, on écrit une séquence, jolie séquence, on fait une musique comme ça de 3 minutes. Et alors, au mixage, non seulement ils mettent la musique, naturellement, mais ils mettent, alors il y a un chien qui aboie, il y a 3 trains qui passent, il y a un avion au-dessus, il y a le dialogue, si bien que le ramassis de tout ça est tellement un peu bien, vous lui m'avez fait écouter, pourquoi on fait de la musique là? Oui. Mais ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on n'a pas seulement que le générique pour arriver à être entendu. La musique du cinéma, il y a vraiment maintenant, je crois que la porte est ouverte et qu'on écoute la musique de film. Est-ce qu'il n'arrive pas quand même que très fréquemment, le rôle du compositeur se limite à pallier sur le plan sonore des défaillances de mise en scène? Sûrement. Et il nous le demande à chaque fois. Un metteur en scène, très gentil, du coup, tu en mettais là parce que voilà, ma scène est faible. Ça. Mais c'est absolument un mensonge car une scène ratée au cinéma, la plus belle musique du monde ne rachètera jamais, jamais rien. De même que je crois aussi, par le même cheminement, que une musique pas très réussie sur une scène formidable ne la détruira pas non plus. Je veux dire par là que, par exemple, vous avez vu, moi je suis un passionné de cinéma, j'ai chez moi une salle de projection, donc j'ai des films. Eh bien, les films de Pagnol, par exemple, que vous connaissez, Marius Félix César, la musique, je pense que vous en rappelez, c'est une abomination que je veux dire, comme on a rarement entendu. Eh bien, ça ne détruit quand même pas le film, n'est-ce pas? Alors la musique dans un film, là je crois que autant de compositeurs, autant de tendances. J'aimerais connaître la vôtre. Résumé en quelques questions. Pour vous, la musique dans un film, doit-elle être en contrepoint de l'image, faire office de sous-titres, ça dépend du film. Claironner l'action? Je ne sais pas. Vous savez, c'est à chaque fois s'intégrer au point de ne pas être finalement remarqué? Non, ça je crois pas. Les gens disent que la meilleure musique du film est celle qu'on n'entend pas. Je crois pas à ça non plus. Non. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de numérotage, il n'y a pas de système. À chaque fois, c'est différent. Par exemple, un musicien fait 50 films ou je ne sais pas combien. Il se dit, bon, maintenant, je commence à avoir une technique, n'est-ce pas, j'ai une vélocité dans mon travail. C'est faux. À chaque fois, il se trouve dans un problème absolument insolvable. Il n'en sortira pas. C'est à chaque fois de nouveau et différent. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de moyen. Pas de système. Il n'y a pas de système. Il y en a, je vous jure, il n'y en a vraiment aucun. Moi, il m'est arrivé plein de fois. J'écris des thèmes comme ça. Pour un film, j'en écris 15, je vais en utiliser qu'un seul. Alors je procède après pour m'aider par élimination, et puis finalement j'en retiens 3, 4, puis finalement il y en a un qui semble émerger. Alors je dis chouette, j'en ai 14 là qui dorment dans un coin, je vais les utiliser à l'avenir. Et vraiment j'aurais aimé le faire, des fois on n'a pas beaucoup de temps. Ça ne m'est jamais arrivé une fois, et je vous jure que j'ai essayé. Ça ne marche jamais, jamais, jamais. Chaque film appelle une certaine chose. Chaque film crie pour quelque chose de spécial. On ne sait pas à l'avance si ce sera le contrepoint, si on va abonder, si ce sera des sous-titres, si on va gonfler, rapetisser, on ne sait rien du tout. Je veux dire, principalement, enfin, moi ce que j'aime au cinéma, c'est l'émotion. Quand il n'y a pas d'émotion, je m'ennuie et j'aime mieux aller dormir. Mais dès l'instant qu'il y a émotion, eh bien, on laisse son émotion parler, on laisse le filtre de son émotion fonctionner, non? Alors, nous avons retrouvé, en regardant un petit peu, en visionnant quelques films, un personnage qui est en situation de compositeur de musique de film, interprété par Belmondo, un homme qui me plaît. Mais alors, un compositeur dit à un réalisateur, ton film, ça vaut vraiment rien, quelle musique tu veux que je mette là-dessous, tes personnages sont inintéressants. C'est-à-dire, non, parce qu'en principe, on ne dit pas ça. Je veux dire, il faut faire attention à l'amour-propre, quand même, des gens qu'on estime. Oui, bien sûr. Et puis, vous savez, des fois, ils ratent un film, des fois, ils réussissent un film. Donc, en principe, si on n'aime pas le film, c'est très simple. On dit, écoute,
Non, je sens pas, j'ai pas très envie, etc. Mais alors, techniquement, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que le compositeur se fait repasser les séquences, là, comme Belmondo se les faisait repasser pour faire sa musique, quoi, sur les C'est ça, séquences oui, de c'est ça, en 27 principe, c'est secondes, vrai, bien sûr. etc. Moi, Oui. je travaille différemment, j'ai une table de montage chez moi, c'est-à-dire que je demande toujours à la production une copie du film et je vis avec pendant les semaines que j'ai de travail. Oui. C'est-à-dire que j'ai la Moriton, comme ça je les passe en avant, en arrière, je les regarde, je recommence, j'essaye, j'enregistre, je place le track. Enfin, je veux dire, je travaille comme ça, mais tout seul, absolument tout seul. Autour de moi, ni monteur, ni metteur en scène, ni rien, quoi. Pas de commentaires. Non, 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 parce que c'est complètement faux, quoi. Mais c'est amusant, c'est très marrant. Bon. Alors, pour en revenir à cette musique de film sous l'angle sérieux, cette fois, Pourquoi sérieux? Non. C'est très amusant, la musique de film, c'est très très amusant à faire. la musique de film, est-ce que vous pensez que ça peut être un véhicule de la musique contemporaine? Moi, je crois, oui, c'est sûr. C'est sûr, et puis ce qu'il y a de passionnant dans la musique de film, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un film, la musique en est différente. Je veux dire, on écrit un jour une partition de jazz, le lendemain une partition classique ancienne. D'un mois après, il faut écrire une partition de musique contemporaine. Après, il faut le lire. C'est formidable pour la plume, c'est formidable pour la tête. Oui. Vraiment, je veux dire, et la variété de la musique que le film demande est passionnant parce que ça change toujours. Donc, une forme de musique de notre temps. Oui, vous savez, c'est sûr parce que je veux dire, la plupart du temps, c'est tout de même des films qui se passent aujourd'hui, donc je veux dire qui Oui. nous concernent nous tous. Or, la musique qui entoure ou qui est au cœur, qui est au sein de ces films-là, est la musique qu'on porte, qu'on raconte, n'est-ce pas, qu'on sort de soi et qui est la musique, qui est notre musique, qui est celle de tous les jours, qu'elle soit intérieure, extérieure. Je veux dire, c'est notre agression propre, quoi. Est-ce que le champ d'expérimentation est grand, finalement, Ah pour un oui, très très compositeur? vaste, oui. Ah oui, tellement grand et tellement pas encore, je trouve. Il y a eu très peu de tentatives de fait entre les rapports de musique et cinéma. Car il est vrai que le cinéma est l'expression de notre siècle, vraiment totale. Je veux dire, c'est vraiment nul, aucune discipline artistique n'y échappe aujourd'hui. Je veux dire, le cinéma est vraiment l'expression artistique de notre siècle, enfin de notre décade en tout cas. Et puis, je veux dire, on n'y coupera pas. Mais ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas eu assez de tentatives de fait entre la musique et l'image. Bon, nous, avec Cherbourg et avec Jacques Demy, on a essayé de faire une chose, mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Il faudrait qu'il y ait plein de choses. Et c'est la raison pour laquelle je vais moi-même me mettre à faire de la mise en scène pour faire des musicaux, pour précisément aller plus profondément chercher qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme nouveau style lyrique. Moi, je suis un passionné de l'art lyrique, enfin, pas comme l'opéra se propulse aujourd'hui, je veux dire, mais d'en trouver des formes nouvelles. Et je voudrais faire des tas de tentatives dans ce sens. Vous avez l'impression que la majorité des metteurs en scène ne prennent pas la musique au sérieux dans les films? Ben, c'est pas qu'ils prennent pas la musique au sérieux, mais les pauvres chéris, ils sont pas musiciens du tout. Je veux dire, c'est pas de leur faute. Vous savez, un metteur en scène, c'est un homme qui fait un petit peu de tout. Je veux dire, c'est un esprit, c'est un coordinateur qui est écrivain, il est un petit peu comédien, il est un petit peu architecte, il est un petit peu peintre, un petit peu décorateur, un petit peu, n'est-ce pas, ceci, mais musicien jamais. Car la musique est un langage, je dirais pas fermé, mais un langage qu'ils ne connaissent pas, je veux dire, qu'ils ne peuvent ni l'écrire, ni et à peine en parler. Je veux dire, donc c'est très difficile avec les metteurs en scène. Je veux dire, ils font à peu près tout eux-mêmes, sauf la musique, qui est vraiment une chose qui n'est pas dans leur aquarium. Je veux dire, ça leur est interdit, c'est fermé. Puis il y a quand même un autre fait à noter, c'est que finalement, c'est un métier ingrat. La critique cinématographique remarque rarement une très bonne musique de film, le grand public quelquefois, mais aussi rarement. Finalement, vous n'êtes pas un petit peu les frustrés dans cette grande chaîne des métiers du cinéma? Si, sûrement, mais enfin, ça fait rien, je veux dire, parce que finalement, si on est très honnête, si on a écrit pour le film et qu'on est content de ce qu'on a fait, je veux dire, le résultat est là, je veux dire, la gratification, c'est pour soi-même finalement, non? Je veux dire, on sait très bien mieux que personne si c'est réussi ou raté. Je veux dire, même si personne ne s'en aperçoit, on écrit une partition épatante, personne ne l'entend, personne ne l'écoute, mais on sait qu'elle est bien. Sur 50 films, 50 musiques de films, vous en aimez combien? Vous avez composé? Alors, aucune. Je vais dire pourquoi. Parce que moi, c'est une espèce de principe de vie comme ça. Je ne tourne pas la tête. À tel point que je n'ai jamais ni un film que j'ai fait, dont j'ai fait la musique à la maison, ni un disque que j'ai enregistré. Jamais rien, jamais rien. Je veux dire, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. J'ai l'impression que, je veux dire que chaque matin, quand je me lève, je suis nouveau. Je ne veux pas avoir affaire à ce que j'ai fait hier ou la semaine dernière ou Pour le ne mois pas dernier. hypothéquer l'imagination du jour? J'ai l'impression, oui. Oui. Et puis aussi, pour avoir vraiment une espèce
de tendance à avancer toujours. Car si on regarde derrière, on va se scléroser vite, j'ai peur, car on va commencer à trouver, vous savez, des ficelles. Je veux dire que lorsqu'on devient un expert ou qu'on a une vélocité dans quelque chose, eh bien, l'intérêt va en disparaître peu à peu. Et ça, je crois que c'est une règle de vie que je m'impose complètement. Je ne vais jamais voir un film, je n'écoute jamais une chose que j'ai écrite, jamais. Ma seule passion, c'est ce que je suis en train de faire dans l'instant. Dans la hiérarchie du cinéma français, est-ce qu'un compositeur de musique de film est un monsieur bien payé? Eh bien, écoutez, ça Par dépend. rapport aux acteurs, aux réalisateurs, Mais non, aux parce que vous dialoguistes? savez, le musicien, il n'est pas payé, il n'est jamais payé. Non, Tiens. non, jamais. Le musicien travaille gratuitement. Mais il y a une société d'auteurs qui s'appelle la SACEM en France. Si le film fait beaucoup, beaucoup d'entrées, eh bien, le musicien va percevoir 0,001% des recettes. Malgré vous, vous travaillez en participation. Donc. Alors, complètement, oui. C'est-à-dire que, par exemple, on donne des semaines, des mois de sa vie, avec beaucoup de joie, d'ailleurs, si on accepte de le faire. Et puis, le film fait 3 jours dans un petit cinéma, et on met rien du tout. Oui. Ce qui est juste. La chanson, cette incursion dans la chanson qui date maintenant de pas mal d'années, Ah oui, oui, bien sûr. Oui, c'était la soupape, la récréation, oui, c'est le complément? Non, c'est le plaisir. Je veux dire que je vais essayer, si Dieu me prête vie assez longtemps, que rien de ce qui concerne la musique ne m'échappe. Or, c'est une tentative de plaisir, je veux dire, et puis c'est aussi un véhicule supplémentaire. Je veux dire, c'est plaisant, c'est vrai, on passe de la motocyclette à la bicyclette, à la voiture, à l'avion, c'est merveilleux. Et c'est un petit véhicule que j'aime beaucoup, beaucoup. Vous pourriez composer pour des chanteurs et des chanteuses, mais vous chantez vous-même. À quel besoin ça correspond, ça? Parce que c'est le plus facile. Je veux dire, vous savez, de chanter, c'est tellement enfantin.